À nos trois premiers intervenants. Afsaneh Lelali, vous êtes directrice adjointe de Terrinovia. Gilles Robillard, vous êtes agriculteur dans l'Yonne, administrateur de la FOP. Et Adrien Dupuis, administrateur de la FOP, agriculteur dans l'Oise. Et je veux d'abord me tourner vers Gilles Robillard. On vient de regarder et de partager cette vidéo magnifique qui pose toute une série de sujets sur les aspects techniques, innovation, et également quelques aspects de contraintes finalement. On a l'impression que la production reste sous contrainte, comme ça, entre autres réglementaires et techniques. Comment est-ce que vous analysez la situation, Gilles Robillard? Je crois qu'on l'a vu, on l'a vu dans le film, hein, c'est que finalement les contraintes elles pèsent sur nos exploitations, elles pèsent sur notre travail au quotidien, sur nos productions, sur notre capacité à produire. Alors on a quand même un empilement, alors on a tendance à appeler ça un millefeuille, mais on a quand même une réglementation européenne qui est très impactante à plusieurs niveaux. On a une réglementation française, alors je ne sais pas si on peut les détailler, mais une réglementation nationale, une réglementation régionale, une départementale. Par moment, on a les communautés de communes qui s'y mettent, on a les bassins de captage, les zones Natura 2000, enfin j'en oublie, hein, je pense que sur nos secteurs on les vit. Donc toutes ces réglementations qui par moment finissent par également se contredire, hein, on peut le dire. On a aussi, et on l'a vu, c'était effleuré, le travail avec les firmes phyto qui, finalement, des fois on a des objectifs communs, mais ils ont également leurs propres objectifs qui ne sont pas toujours en corrélation avec les nôtres. On a des cahiers des charges sur nos exploitations qui sont quand même impactants et qui sont de plus en plus complexes. Et puis dans cet environnement, dans cet écosystème, on a aussi nos opposants à la production. Alors, peut-être en dire plus là-dessus et nous expliquer, enfin, vous faites une liste d'empilements, de contraintes, etc. On a l'impression finalement de conditions de production qui deviennent complexes, quoi. Voilà. Comment vous expliquez ça, peut-être, effectivement, cette complexité à laquelle les producteurs sont confrontés? Alors, dans notre filière, on a, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en fait, on travaille sur 10 à 11 cultures différentes. Donc, cette diversité de cultures, pour nous, déjà, finalement, commence par expliquer une complexité. Dans certaines cultures, comme le colza, qui vont faire 1 350 000 hectares, mais on a aussi certaines cultures mineures, comme le lupin, qui représente moins de 5 000 hectares, mais dont pourtant les producteurs attendent des solutions. On a une diversité des moyens de production, mais ça c'est propre à chaque agriculteur, c'est que finalement on va avoir le sol, on va avoir l'eau, la problématique eau, les problématiques phyto, la problématique des engrais, la réglementation autour des engrais. On va voir les produits de biocontrôle qui arrivent et qui vont arriver, donc voilà, plus encore d'autres choses. On a également la diversité des contextes pédoclimatiques en France. Enfin, c'est Agreste qui avait sorti une estimation. On aurait plus de 430 régions agricoles françaises, donc avec des contextes pédoclimatiques qui sont différents. Des problèmes sanitaires également. Donc on sait que ça apporte des impasses techniques quand on a des retraits de molécules, par exemple sur des insectes. Si on prend le cas du colza, la grosse altise, ça a été un réel problème. Et en même temps, cette complexité, finalement, avec toutes l'empilement réglementaire qu'on peut connaître, hein, que je vous ai cité, que ce soit toutes les surtranspositions qu'on peut connaître, également de la part de nos politiques, un peu une ignorance des enjeux de production, avec finalement un temps médiatique et un temps politique qui est totalement différent du temps de la recherche qu'on peut connaître. On sait qu'il nous faut du temps et en même temps les injonctions contradictoires de la part de nos politiques. Alors autant des fois ils prennent des mauvaises décisions rapidement alors qu'ils ont du mal à prendre les bonnes décisions lentement. Alors on le comprend, il y a beaucoup de complexité. Et votre ambition, du coup, parce qu'on n'est pas là pour se plomber, la force du collectif, l'engagement, c'est quoi face à cette complexité? Votre ambition, pour vous, à la FOP, c'est quoi?
Quand on a dressé le tableau un peu sombre, je pense que derrière, il faut voir, je ne dirais pas le soleil, mais il faut voir le bon côté et voir ce que nous, on peut apporter. Notre ambition, elle est simple. C'est pas de baisse de production, et c'est vraiment apporter à nous, en tant qu'agriculteurs et producteurs, de la valeur ajoutée et de la production sur les fermes. Ok, et on s'y prend comment? Comment ça marche? Alors, au-delà des mots, qu'est-ce qui est au-delà fait? des mots, concrètement, c'est qu'on va travailler sur deux axes majeurs. Tout d'abord, réduire tout ce qui va être les entraves à l'agriculture, tout ce qui va être des entraves à notre production. Comment? Par la simplification. Je pense que ça a été, depuis plusieurs mois, c'est un peu notre leitmotiv, et on en a vu déjà quelques effets, mais on continue de se battre pour simplifier les normes, pour réduire les contraintes réglementaires. N'oublions pas quand même que certains produits sont homologués dans des pays voisins et qui restent interdits en France. Donc on se bat pour apporter aux producteurs des solutions. Lutter également contre des injonctions contradictoires. On va nous dire qu'il faut une souveraineté protéique en France. Par contre, on retire les moyens de production liés à nos légumineuses. Donc on se bat contre ça. Et dans un deuxième temps, on va, avec Terrinovia, l'Institut technique, le bras armé de la filière, apporter des solutions, créer de la recherche, créer des solutions innovantes pour nos exploitations. Alors on l'a vu et on le voit, on anticipe actuellement tous les produits qui risquent d'être retirés en collaboration avec les autres instituts techniques, le Parsada par exemple, où on va essayer d'apporter des solutions avant que les produits soient retirés. Par le comité des solutions, où on va montrer les contraintes réglementaires qu'on a en France liées à l'homologation des produits, à la réhomologation des produits, et montrer qu'on a un dysfonctionnement au sein de notre agence nationale de sécurité pour l'homologation des produits. Et en même temps, travailler sur la recherche de solutions, je dirais quasiment une expertise à l'échelle 360 degrés sur chaque culture, dans l'objectif de faire comme on a pu faire sur le colza, d'avoir des cultures résilientes et des cultures robustes. Ok, vous évoquez le colza, il y a un mot qui en a été dit dans le film également. J'ai entendu l'expression d'ailleurs culture robuste. Afsana Lelali, vous êtes directrice générale adjointe de l'Institut Terrinovia. Vous pouvez nous dire ce que c'est, ces cultures robustes, et en quoi ça apporte des solutions aux problèmes qui sont posés et qui viennent d'être rappelés par Gilles Robillard? Alors, une culture robuste, c'est une culture qui exprime son potentiel pour produire la quantité, la qualité de graines qu'on souhaite de façon durable et rentable. Et en fait, cette robustesse, on la construit au fur et à mesure, tout au long du cycle. Et on est capable de l'évaluer pour le colza à travers des états clés qu'on cherche à atteindre tout au long du cycle. Donc, par exemple, sur le colza robuste, on va chercher à atteindre le stade 4 feuilles avant le 20 septembre pour contrer l'arrivée des altises. On va chercher une croissance dynamique qui continue à l'automne. Ça veut dire viser 1,5 kg de biomasse par mètre carré, 60 grammes par plante. Voilà. C'est des choses, des états clés de la robustesse qu'on a déterminés à Terrinovia grâce aux observatoires et au suivi qu'on a pu mettre en place chez les agriculteurs et qu'on a conforté par l'expérimentation. Et en atteignant ces différents états clés, on s'assure qu'on donne les moyens à la culture de résister aux différentes attaques qu'elle a à subir tout au long de son cycle. Donc l'objectif de ces cultures robustes, de ce colza robuste, c'est d'atteindre ces états clés. Et pour atteindre ces états clés, on va combiner de façon adéquate l'ensemble de briques élémentaires, de différentes interventions, de différents types de leviers qui sont disponibles pour l'agriculteur. Je serais très curieux de comprendre ce que vous évoquez quand vous parlez de briques, mais j'ai envie, avant de vous poser cette question, de me risquer à une image, si vous permettez. J'ai l'impression qu'en fait, vous nous parlez finalement de ne pas faire une culture Formule 1, qui est hyper performante en termes très fins, mais plutôt d'un 4x4 qui justement passe là où il pourrait y avoir des difficultés. C'est un peu ça l'idée ?
C'est ça, c'est Ouais. en fait de combiner les pratiques, encore une fois, pour avoir à chaque moment quelque chose qui est suffisamment robuste, musclé, pour reprendre l'image C'était du film, l'image, voilà, ouais, c'est ça. pour résister aux attaques. Et encore une fois, c'est gérer, c'est se donner des repères tout au long de la culture et se donner les moyens de les atteindre en combinant les leviers qu'évoquait Gilles, c'est-à-dire des leviers nouveaux, des leviers anciens, mais revisités de façon à ce qu'on puisse, par cette combinaison, atteindre cet objectif intermédiaire qu'on se donne pour construire la robustesse au fur et à mesure. Ok, et donc vous nous parlez de combinaison, vous nous parlez de briques. C'est quoi ces briques Alors, les briques élémentaires qu'on a, elles sont nombreuses, hein. Elles sont de différentes natures, elles sont variées. On a des variétés qu'on va évaluer de la façon appropriée pour avoir des variétés qui sont vigoureuses au démarrage, parce qu'on cherche à avoir quelque chose de vigoureux au démarrage. On va étudier des choses sur la partie, par exemple, des dates de semis qui vont être adaptées au contexte climatique changeant qu'on va avoir, mais qui vont également permettre de à la fois avoir une croissance rapide à l'automne, mais pas être trop non plus trop tôt, en fait, pour pas risquer d'autres problématiques et élongations. Pareil, on va avoir des choses autour du travail du sol pour à la fois se garantir une racine pivot qui est de 15 cm à l'entrée hiver, mais en même temps ne pas travailler le sol de façon à travailler le sol de façon à garder une humidité en surface qui permette de régler nos problèmes en lien avec la sécheresse estivale. Voilà, c'est toute une combinaison de choses, sans compter les nouveaux trucs qui arrivent. Donc on prend des briques, on pose un mur, et tous les problèmes restent derrière ce mur, au fond. C'est ça l'idée. Chaque brique répond à une difficulté, et on laisse le problème de l'autre côté du mur. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ouais. C'est ça l'idée de combinaison, en fait. On cherche toujours une culture qui, à la fin, produit du grain et de la valeur. Elle doit passer des étapes. Et pour franchir les étapes, et pour atteindre ces objectifs qu'on a chiffrés, elle doit, on met en œuvre un certain nombre de ces briques pour construire quelque chose d'adapté au terrain, au contexte changeant, qu'il soit réglementaire, qu'il soit climatique, qu'il soit au contexte changeant, au système d'exploitation qui peut être différent selon les uns et les autres. D'accord, et donc on parlait de colza robuste. Où est-ce qu'on en est, du coup, sur ce colza? Alors, en colza robuste, c'est quelque chose qu'on a pu anticiper depuis un certain temps déjà, hein. Le plan de sortie de Fosmet nous a permis de donner une accélération pour construire, encore une fois, ces briques, ces innovations, et donner des choses et des perspectives pour la culture. La culture robuste, in fine, c'est quelque chose qui résiste mieux aux aléas climatiques. Qui permet la démarche culture robuste, c'est quelque chose qui permet de gérer la complexité dont parlait Gilles à l'instant. Et puis, on a tout un travail de consolidation de la démarche qui est d'extension, on va dire, à l'ensemble de nos cultures Oléopro. Donc cette démarche colza robuste, vous la retrouverez demain pour les autres cultures. Super, on parle donc de toutes les cultures Oléopro, on vient de donner l'exemple du colza. Alors moi j'ai en tête une autre culture qui rencontre quelques difficultés, c'est le pois protéagineux, dont on a craint même pour sa disparition complète. Adrien Dupuis, vous êtes producteur de pois protéagineux, vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, administrateur de la FOP et producteur dans l'Oise. On vient de parler de colza robuste, qu'est-ce qu'il en est concernant le pois protéagineux? D'abord, j'aurais aimé vous dire que on est dans la même situation que le colza, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas, malheureusement. Cependant, restons optimistes. D'abord, très rapidement, vous retracez ce qui s'est passé avec le pois depuis une trentaine d'années. En fait, il faut savoir que dans les années 90, c'était une culture qui avait le vent en poupe, puisqu'en 1993, il y avait plus de 700 000 hectares de pois en France, et on est retombé ces années-ci à moins de 150 000 hectares. À l'époque, les rendements étaient plutôt bons, puisqu'on dépassait les 50, 60 quintaux avec des pointes à 70, 80 quintaux pour retomber aujourd'hui. Et la récolte 2024 nous l'a montré, à des rendements globalement assez satisfaisants en pois de printemps, mais plutôt catastrophiques en pois d'hiver.
Voilà, donc quelques raisons à ce déclin de la culture du pois en France. D'abord, la modification d'un système d'aide, aussi des parasites, essentiellement le champignon Aphanomyces, des conditions climatiques changeantes depuis 30 ans, avec des températures plus importantes et des sécheresses plus régulières. Voilà. Et aussi un élément un peu différent, qui est aussi un déplacement du bassin de production du pois protéagineux, qui était à l'époque dans l'extrême nord de la France, essentiellement, donc dans des bonnes terres, et malheureusement pois concurrencé par des cultures plus à marge. Donc le bassin, excusez-moi, je parle vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le bassin s'est déplacé dans les zones intermédiaires, ce qui fait qu'avec moins de production, donc des volumes de production moins importantes. Voilà donc une spirale descendante, un cercle vicieux entamé, donc moins de production, moins de surface, moins de semences, moins de moyens pour la recherche, et également pour les utilisateurs de pois, un manque de volume risquait de mettre à mal l'approvisionnement tant en alimentation du bétail que pour les industriels. Voilà, donc on était proche, comme vous le disiez tout à l'heure Laurent, d'un arrêt, enfin on est globalement assez proche, on est assez proche de l'arrêt total à terme, enfin à court terme même, de la culture du pois. Donc certains se sont pris en main, entre autres les obtenteurs, les agriculteurs et l'interprofession, les agriculteurs par le biais de la FOP. Et la première oui, parce qu'il y a péril, il y a menace, mais il y a un intérêt à cette production. Oui, mais je vais. Voilà. Oui, mais non, mais. Oui, non, mais il y a un intérêt. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler des intérêts. Je veux tout dire, Adrien. Je te laisse, vas-y. Comment dirais-je, voilà, donc un grand programme génétique a été lancé, en profitant du plan protéines et du plan de relance, et un programme génétique qui s'appelle P4Ever, où les obtenteurs se mettent en commun pour partager leur banque de génétique et pour aller plus vite et mieux. Ça consiste en quoi ? Alors en fait, ça consiste à la création de variétés qui seront beaucoup plus adaptées au contexte actuel. Ok. Concrètement, peut-être ça marche comment ? La démarche qui est engagée aujourd'hui pour faire du pois protéagineux une culture robuste, comment ça marche ? Quels sont les programmes qui sont plus précisément engagés ? C'est quoi le collectif qui est mis en œuvre en la matière ? Alors d'abord, pour avoir ces nouvelles variétés, il y a un laps de temps qui est de 7 à 10 ans déjà. Ouais. Donc c'est pas pour demain. Donc en attendant cette échéance, il faut d'abord donner des perspectives aux agriculteurs et redonner une certaine dynamique à la culture du pois protéagineux. Donc c'est exactement ce que la FOP a décidé de faire, sous l'impulsion de Benjamin Lamère et de son conseil d'administration. Donc on a décidé de mener 2 actions. La première a été effectuée cet hiver en collaboration avec Nathalie Gosselet. On a fait un grand inventaire à 360 degrés en identifiant les points et les blocages et en faisant des propositions sur les pistes d'évolution de la culture à moyen terme. Concrètement, un inventaire, ça veut dire quoi ? C'est fait comment ? Ça donne quoi comme résultat ? Alors en fait, on a identifié, après avoir interviewé une vingtaine d'acteurs de la filière, des obtenteurs jusqu'au transformateur final en passant par les OS, les agriculteurs et tous les maillons de la chaîne, on a identifié une quarantaine d'intérêts et de points positifs, une soixantaine de freins handicap et une quarantaine de pistes potentielles. Ok. Et donc, ça donne des pistes, ça, pour engager des travaux ? Oui, ça donne des pistes, mais en fait, si vous voulez, d'abord, quelques points positifs qui ont été relevés. D'abord, pour les agriculteurs, bon, ça, on le sait tous, mais il faut se le redire, c'est que la culture du pois a un grand intérêt dans la rotation, puisque c'est un excellent précédent pour les cultures qui suivent, à la fois en termes de rendement, à la fois en termes d'apport d'azote et aussi de gestion de l'enherbement. Aussi pour les agriculteurs, si vous voulez, les perspectives, une piste qu'on pourrait creuser, par exemple, comme c'est une plante qui s'intègre parfaitement dans une démarche d'agriculture durable et d'agroécologie, on pourrait aussi la valoriser dans le cadre d'une démarche de prestations pour services environnementaux ou alors dans le cadre de valorisation de captage de carbone, quoi. Pour la société et pour l'environnement, on sait très bien que c'est une plante qui est favorable à la conservation des sols, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la souveraineté protéinique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et aussi la non-déforestation. Ok. Aussi pour les transformateurs, il ne faudrait pas oublier que, quoi qu'on en dise, c'est un marché qui ne manque pas de débouchés. C'est un marché qui manque de production, mais c'est un marché qui ne manque pas de débouchés. Pour le coup, pour les industriels, c'est un produit de haute qualité, un local, tracé, issu d'une agriculture résolument durable et qui pourrait être valorisé auprès des consommateurs très très facilement. Ok, donc on le voit, il y a plein d'intérêts au maintien et au développement de la production au maintien déjà ou au développement de la production du pois protéagineux. Et donc quelles sont les pistes qui sont engagées pour les axes de travail au fond qui sont engagés pour favoriser demain un pois protéagineux robuste et qui puisse se redévelopper?
D'abord, il faut lever les freins. Après de parler de pistes et de solutions. La première piste, c'est de lever les freins. On va parler, voilà, c'est de lever les freins, c'est déjà de les identifier. D'abord, pour l'agriculteur, c'est pas compliqué. Hein. Pourquoi les agriculteurs font plus de poids? C'est parce qu'il y a un manque de compétitivité. Épouvantable par rapport aux autres cultures du groupe céréales Oléopro. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Je vous donne un exemple issu d'une étude Terrinovia de l'année dernière et confortée par le groupe d'agriculteurs de la FOP qu'on a audité, interviewé plutôt. Il manque 1 tonne de rendement en poids protéagineux pour être à l'équilibre avec les autres cultures. Il faut savoir que dans cette tonne sont aussi comptés tous les gains économiques que procure le poids aux cultures d'après. Donc c'est colossal, c'est absolument colossal. Voilà, pour les OS et les industriels essentiellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un manque d'approvisionnement, un volume insuffisant qui ne permettrait pas un approvisionnement régulier pour les formulations et les process industriels. Et aussi globalement, pour tous les acteurs de la filière, la grosse problématique c'est la génétique, donc qui sera levé par le programme P4Ever. Voilà, c'est une génétique, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, qui a, allez, on va dire, près de 15 ans de retard, bien que, soyons honnêtes, il y a eu quand même des belles avancées ces dernières années, mais on n'est pas au point de retrouver cette productivité. Voilà, d'où l'immense intérêt du programme P4Ever, mené par David Gouache, de sa réussite et de l'espoir qu'on met tous en lui. Ok, super. Donc, oui, un dernier point ? Non, juste le deuxième axe de travail de la FOP. Ah oui, on a parlé beaucoup des freins. Et le deuxième axe, alors ? Alors le deuxième axe qui est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, donc dont l'objectif est de porter à bout de bras la culture du poids protéagineux d'ici le renouveau génétique, hein, donc dans quelques années. Donc en fait, on a créé ce qu'on a appelé entre nous la mission poids, qui sera menée par Claude Tabel ici présent, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc l'idée c'est de créer 2 pilotes régionaux avec des OS intéressés et motivés, tant concernant le poids d'hiver que le poids de printemps, tant dans le débouché alimentation animale et alimentation humaine. Donc le principe, c'est de créer une vitrine par la constitution de groupes d'agriculteurs de ces OS qui seront étroitement épaulés par le service technique de leurs OS, eux-mêmes épaulés par les ingénieurs de Terrinovia spécialisés dans les poids. Okay. En fait, l'objectif de cette création de groupe, c'est de prouver que les mauvais rendements de la culture du poids ne sont pas une fatalité. Ouais. Et que, même dans le contexte actuel. Et en fait, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je finirai là-dessus parce que je vais être trop long, mais si vous voulez, aujourd'hui, on s'aperçoit que la culture du poids protéagineux, en fait, elle est devenue bien souvent une culture administrative où l'objectif, c'est d'aller chercher ces 2 points d'éco-régime pour boucler la situation. Et vous savez pertinemment que quand on ne fait pas une culture, quand on ne travaille pas par passion, on travaille mal. Donc on a quand même pas de bons résultats, je dirais, faute de technique ou de technicité de la part des agriculteurs. Et pour finir, quand même, sur quelque chose de positif, c'est qu'on s'aperçoit que les agriculteurs qui réussissent le poids, parce qu'il y a des agriculteurs qui réussissent la culture du poids, ouais. Et ce sont quasiment toujours les mêmes, c'est que ce sont eux des passionnés. Donc rien n'est perdu. Laissons-nous quelques années et ça va repartir. Super, donc ça veut dire aussi qu'il y a un vrai travail de vulgarisation à faire, de reconquête au fait des moyens de production aussi, ou des compétences pour mettre de la production en œuvre. Merci Adrien Dupuis. J'ai la preuve que les questions fonctionnent, puisqu'il y a un anonyme qui a posé une question. On l'a vu, il y a beaucoup d'ambitions qui sont mises au développement de la production. Et la question, c'est quels moyens avez-vous au niveau de l'Institut pour mener tout ce travail ? D'où viennent ces moyens ? Alors les moyens viennent globalement de 3 entre guillemets financements différents. Le premier et le plus important, c'est nos CVO, nos contributions volontaires des agriculteurs, qui représentent plus de la moitié des fonds de l'Institut. Et c'est quelque chose auquel on tient, c'est que le financement doit rester majoritairement issu des agriculteurs. Ensuite, on a des fonds publics dans lesquels on répond à des appels à projets qui sont soumis, donc qui sont quand même orientés par rapport aux stratégies et aux politiques publiques. Et puis, une dernière partie qui est quand même un peu plus anecdotique, mais pour le coup, qui sont des partenariats privés qu'on peut avoir soit avec des semenciers, soit avec des firmes phytosanitaires. Il
Il y a une deuxième question qui est posée, vous la lisez comme moi, je vais la lire pour la salle en essayant de ne pas écorcher le mot que, en grand technicien que je ne suis pas, je ne connaissais pas. Est-ce que vous allez démocratiser le test AFA-NOMI16 au champ pour diminuer la prise de risque? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être... alors... alors, les tests existent, effectivement, ils ont un coût. Pour autant, vous avez des choses qui sont disponibles pour les faire à bon escient, d'une part, qui sont disponibles sur le site de l'Institut, qui permettent de faire un pré-diagnostic pour savoir à quel moment et comment faire, et également avoir en tête quand même qu'il y a un certain nombre de variétés qui permettent de gérer au regard des résultats, d'avoir une certaine tolérance, on va dire, par rapport à cette maladie. Ok. Merci à tous les trois pour cette première table ronde sur cette première thématique. Et avant d'applaudir, je veux quand même proposer à Gilles Robillard peut-être de dire un mot. Gilles, si vous voulez donner un petit mot de synthèse ou de conclusion sur cette première thématique de votre rapport d'activité sur la pérennisation des productions en France, sur la technique, sur l'innovation. Ben, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, on le voit, on a des vents contraires. On a eu 2 exemples. Un exemple sur le colza qui finalement nous montre que quand on a une massification de la recherche, quand on a une culture qui est quand même implantée depuis très longtemps sur nos secteurs, on arrive à trouver des moyens de production et des leviers pour contourner nos problématiques. On le voit sur le pois, où là, pour le coup, c'est plus compliqué. Mais en fait, on a quand même bon espoir d'arriver à faire sur le pois ce qu'on a réussi à faire sur le colza. Et comme le disait Adrien, c'est que ne perdons pas espoir. Aujourd'hui, la filière est mobilisée, les agriculteurs sont mobilisés, tout le monde finance aujourd'hui pour se donner les moyens d'obtenir du résultat. Donc, on y croit et on est résolument engagé pour apporter des solutions. Merci Gilles Robillard, merci Afsaneh Lelali, merci Adrien Dupuis.